J'ai tenté et j'ai réussi, j'ai aussi tenté, j'ai réussi, j'ai tenté, j'ai échoué, je préfère ne pas tenter. Voilà comment de nombreux Africains ont tenté de résumer l'actualité politique de cette semaine. Point n'a besoin de vous rappeler ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué. La communauté internationale retient, elle, que Macky Sall n'a pas voulu jouer un sale tour à sa communauté. Il se serait déjà lourdement sali encore un peu plus les mains, puisqu'au mois du mois de juin viendront probablement s'ajouter ceux du mois de juillet. Avec l'été, c'est généralement la décrispation. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, même dira que c'est la voie à suivre. En vérité, les constitutions n'ont-elles pas déjà tracé la voie que les locataires des présidences africaines devraient emprunter durant le bail? Céder le pouvoir devrait sonner comme céder le passage, mais devant les obstacles, certains dessinent même le partage du pouvoir, même s'il ne fait pas partie des panneaux de signalisation. L'état de la santé du peuple a fini par inciter un docteur en pharmacie à regarder sur les rayons des médicaments disponibles. Que contient en réalité le partage du pouvoir? Quelle est la posologie? Depuis les premières heures de la démocratie togolaise, à chaque poussée de fièvre, les ordonnances n'ont pas manqué. Le CPC fait partie aujourd'hui des remèdes. Cette semaine, les acteurs politiques du Togo se sont de nouveau retrouvés au ministère de l'administration territoriale. Pour le territoire et pour les Togolais, ils se sont parlé, 2 séances de suite. Le recensement électoral fermé ne sera pas rouvert. Plusieurs partis politiques avaient pourtant demandé cette nouvelle ouverture pour le compte de la zone 1. Certains de ces partis, non membres du CPC, n'ont pas eu de chance de porter et de défendre leur position. Pendant ce temps, c'est l'ancienne ministre de la Défense qui a eu, elle, la chance de défendre sa position dans un journal. Les propos de Marguerite Nyakadem ont été rapportés par la Dépêche. Je lance un appel officiel au peuple togolais à adhérer à mon projet de création d'un parti politique et à se joindre à moi pour concrétiser ce projet. À la suite de l'entretien, plusieurs questions. Quelle est la nature de ce projet? Doit-on sérieusement croire à ce qui peut ressembler à une prise de distance avec le parti au pouvoir? Plusieurs semaines avant cette prise de position, de nombreux Togolais ont envie de remonter le temps. Les rappels ont fait mention des rénovateurs Dakou Péré et Agbeme Kodjo, ou encore plus récemment du bras droit Pascal Bodiona. Si les premiers sont depuis soit sous terre ou dans un champ, le second est visiblement en hibernation à Lomé. Le verra-t-on mercredi à Kouméa dans la cause à l'occasion des luttes valades dans le canton dont il est originaire. Depuis hier, les premières empoignades ont commencé en pays kabien, début de la grande saison des fêtes traditionnelles au Togo. Ce même samedi, ce sont plutôt des pleurs qui ont accompagné notre confrère Jacob Ahama à sa dernière demeure. Ce jour, dimanche, notre invité est Dr Georges Couissan, président du Parti Santé du Peuple. Avec lui, vos questions sont reçues au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Mise en onde, Romaric Freitas. Docteur Georges Couissan, bonjour. Bonjour, monsieur Atioui. Comment vous allez? Je vais bien. Je vous sens un peu fatigué peut-être? Non, je ne suis pas fatigué. Je ne suis pas fatigué, c'est vrai que, et comme vous venez de le dire, hier nous avons passé la journée à aller mettre en terre notre frère Jacob Ahama, dont je tiens à saluer encore la mémoire. On était revenu, c'est vrai, un peu fatigué, mais bon, aujourd'hui, Dieu merci, on est encore sur pied et on est ici. Donc nous en profitons pour saluer toutes vos auditrices et tous vos auditeurs. Merci, nous sommes vivants, c'est une grâce pour nous autres ce dimanche. Mais comme vous l'avez dit tantôt, depuis hier, Jacob Ahama repose auprès de ses ancêtres dans la préfecture du Zio, non loin d'Agbelouvé. Vous avez été, vous l'avez dit tantôt, vous avez été à cette cérémonie. Que savez-vous de ce journaliste? Oh, vous savez, je ne connais pas plus que vous, hein. Peut-être que vous aurez peut-être des choses encore à me dire, mais pour peu que je sache de lui, nous avons toujours travaillé ensemble. Vous savez, il est dans une grande radio de la place. Nous avons toujours travaillé ensemble. Il m'a reçu déjà plusieurs fois dans des émissions. Et j'ai eu à saluer dès les premiers instants de ce triste événement la mémoire de l'homme, sa simplicité et sa manière particulière de diriger donc les débats et l'animation de la radio
qu'il sera difficile de retrouver ailleurs. C'est quelqu'un d'abord très facile, qui a toujours su conduire les choses de façon assez simple et avec beaucoup de doigté et beaucoup d'intelligence. Mais malheureusement, comme vous le savez, qui nous a quittés très tôt, dans sa 46e année, très jeune. Je l'imaginais même plus âgé que ça. Quand j'ai vu son âge sur le faire-part, ça a été un choc pour moi. J'ai considéré que c'est un véritable gâchis. Et pour la presse togolaise et pour tout le peuple togolais. Mais vous savez, il y a des situations face auxquelles nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons que les accepter et demander que l'âme de notre frère repose en paix. C'est vrai que de plus en plus, les dimanches, nous parlons des journalistes. Et c'est malheureusement ou heureusement parfois le cas. Et on sait très bien que les journalistes, ce sont des personnes engagées à défendre un certain nombre de causes, à parler des autres, et très souvent aussi, non personne pour parler de... C'est ça aussi la situation extraordinaire de ce secteur. Les journalistes parlent des autres, et disent que oui, ça ne va pas chez les autres, mais il n'y a personne pour parler d'eux. Oui, c'est leur fonction qui leur donne ce rôle. Mais on a quand même l'occasion de parler des journalistes. Je crois que le décès de Jacob Bahama a été l'occasion pour plusieurs acteurs politiques de parler de ce monsieur, de dire ce qu'ils en pensent. Et à son enterrement hier, beaucoup n'ont pas manqué de dire tout ce qu'ils pensent, tout le bien qu'ils pensent de ce monsieur et de tout ce qu'il a fait. Il y a beaucoup qui se sont suicidés à prendre la parole pour parler donc de Jacob Bahama et de son histoire. Il y a certains qui l'ont connu, qui ne sont pas nécessairement des journalistes, qui sont intervenus, qui étaient intervenus là-bas hier pour parler de lui. Bon, je pense que c'est vrai, les journalistes parlent des autres, c'est leur boulot, c'est leur fonction qui les met dans cette situation, mais il y a des journalistes dont parlent également les autres. Hier, donc, vous l'avez dit, des oraisons, des prises de parole, de belles paroles, sans doute comme c'est souvent le cas lors des enterrements. Mais il y a cette question qu'on se pose souvent quand il y a ce genre de situations. Pourquoi est-ce que les vivants n'arrivent pas de leurs vivants ou des vivants de ceux qui finalement précèdent dans l'au-delà? Et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à leur témoigner toute leur affection, toute leur solidarité, leur amour, par exemple? Oui, le problème, c'est que c'est l'occasion qui manque. C'est l'occasion qui manque. Vous savez, quand il y a l'organisation des fêtes, les gens sont invités, quand l'occasion est donnée, les gens témoignent de tout le bien qu'ils pensent des autres. Mais c'est vrai quand même que quand nous sommes vivants, les biens que nous faisons ne paraissent pas au grand jour. Les gens ne prennent pas le temps d'y penser réellement, et parce que tout le monde est occupé à d'autres choses. Mais quand vous disparaissez, vous devenez le sujet de discussion de tout un chacun, de réflexion. Ça fait que les gens commencent par faire une rétrospective de tout ce que vous avez fait, parce que c'est vous qui faites l'actualité. Les gens commencent par revoir tout ce que vous avez fait, et en ce moment, les gens commencent par se dire, mais en réalité, cette personne, c'était une grande personne, c'était une grande personnalité. C'est un peu ça, c'est tout simplement parce que la mort focalise les attentions, parce que c'est un événement douloureux et un événement qui n'arrive pas tous les jours. Ah oui, en fait, il y a une belle chanson du Togo qui dit, ou résume bien ce que vous venez de dire. C'est les vivants, en réalité, ils aiment, en fait. Oui, c'est cruel, mais ils aiment les morts. Parce que chaque samedi, il faut juste se déplacer à l'intérieur du pays pour voir ce qui se passe. La semaine dernière, sur le chapitre de la vie des journalistes, nous avons pu constater cette éclaircie dans ce ciel relativement nuageux. Le prix du comité pour la protection qui était décerné à Ferdinand Haïté, puisque nous parlons des journalistes, lui il est vivant, mais il n'est plus au pays, en exil.
Il recevra ce prix bientôt. Mais comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de cette distinction? Mais vous savez, M. Ferdinand Haïté, ce qu'il fait pour ce pays, qu'il fait pour le monde de l'information, cela, tout le monde le sait, c'est indéniable. On ne peut pas revenir là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous le savez autant que moi, M. Ferdinand Haïté est source de plusieurs publications, de plusieurs publications, hein, comme vous le savez, et il est également l'objet de beaucoup de pression. Hein. Actuellement, il n'est pas au pays et sa famille a eu à subir des pressions également. Il en a parlé la dernière fois sur les médias. Tout ça montre que c'est un journaliste qui est engagé, qui a fait sortir beaucoup de dossiers très intéressants, très importants, qui ont éclairé l'opinion hein, dans notre pays. Il y a le Petrolgate, il y avait le problème des tilapias. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a fait, que ce monsieur a fait sortir. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'il reçoive ce prix. Ce n'est que de la reconnaissance de tout ce qu'il fait, de son engagement pour le bien de ce pays, pour l'évolution de la démocratie et pour l'évolution de l'état de droit dans notre pays. Justement, nous saluons donc ce prix, nous saluons M. Ferdinand Haïté et nous prions hein, pour qu'il puisse avoir l'occasion de continuer le travail hein, qu'il a déjà commencé, de continuer ce travail-là pour le bien de son pays. La part de l'engagement de la presse, notamment privée du Togo, dans les échecs ou les succès de notre démocratie, cette part pour certains, elle est importante. Certains pensent que la presse privée n'apporte pas grand-chose. Quelle est votre position sur ce que fait la presse privée depuis le début des années 90? Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et près de 33 ans après cette presse-là, est-ce que vous pensez que elle joue convenablement son rôle? La presse privée a fait beaucoup de choses. Ça, c'est indéniable. La presse privée a fait beaucoup évoluer la chose politique dans notre pays, a fait beaucoup évoluer la démocratie depuis les années 90 jusqu'à ce jour. Nous nous souvenons des grands journaux qui ont existé dans ce pays jusqu'à ce jour. Les Courriers du Golfe, les Paroles, etc., le Forum de la semaine, tout ça. Ce sont des journaux qui ont apporté beaucoup de choses à l'évolution de la démocratie dans notre pays. Mais ceci dit, il y a aussi au sein du monde du journalisme des choses qu'on n'aurait pas aimé voir, parce qu'il y a beaucoup de vos confrères qui ne sont pas assez sincères dans ce qu'ils font, ce qui fait que vous avez rencontré des fois quelques difficultés. Moi, je ne veux pas citer des gens ici, mais je pense que de façon générale, la presse a fait de grandes choses, la presse a fait beaucoup de choses, et nous encourageons donc cette presse à continuer donc sur cette lancée, à travailler. Et nous trouvons que le domaine connaît beaucoup plus de dynamisme depuis plusieurs années. Et il faudrait que ça continue de cette manière-là. Donc je pense que la presse a fait beaucoup de choses. Fermons donc momentanément la page de la presse pour ouvrir celle des acteurs politiques, puisque vous êtes un acteur politique, vous n'êtes plus venu ici, ça fait quand même... J'ai fait l'effort pour me souvenir de la dernière fois que vous étiez passé ici, ça fait quand même peut-être 2 ans. Qu'est-ce que vous devenez depuis là? Ouais, mais vous avez pris du repos? Non, ce n'est pas ça. Je suis sur les autres médias. Bon, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger ici. Je n'ai pas eu l'occasion de venir ici. C'est vrai quand même qu'après la présidentielle de 2020, vous savez que j'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2020. Après la présidentielle de 2020, on a eu un certain nombre de problèmes. On est tombé tout de suite dans le Covid, qui a fait que il y a eu du recul de façon générale de tous les acteurs politiques. Mais après ça, on a repris du poil de la bête, on est allé sur d'autres médias. Peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de venir sur la radio
pyramide, mais on a eu l'occasion d'aller sur d'autres médias, d'intervenir et de faire toujours notre travail, de jouer toujours notre rôle de contrepoids du pouvoir. Donc, ce n'est pas... Vous savez, il y a beaucoup de radios, il y a beaucoup de télévision, il y a beaucoup de médias sur lesquels on peut intervenir. Bon, donc, disons que c'est un peu ça. Toujours engagé, déterminé comme aux premières heures de votre engagement? Plus que jamais. Vous savez que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui, à un moment donné, ont eu tendance à nous décourager un tout petit peu parce que nous avons vu un certain nombre de réalités avec lesquelles on n'était pas d'accord et que nous n'avions pas aussi la capacité de changer fondamentalement. Ça avait tendance à nous décourager un tout petit peu, mais ce n'était que momentané. On savait que ça ne pouvait être que momentané et qu'après, la lutte va continuer. Donc, cette lutte a continué et nous sommes maintenant encore plus engagés que jamais. Comme vous le savez, nous sommes présents, nous sommes là et nous allons continuer cette bataille. Est-ce que, par exemple, on n'est pas tenté des fois, face aux obstacles, et des fois à l'adversité, de penser à quitter ou juste à prendre sa retraite? Non, une retraite, non. Peut-être qu'à faire un recul stratégique et momentané. Parce que, en réalité, avant d'entrer en politique, on n'était pas naïf. Hein, on savait à peu près le régime qu'on avait en face. On connaissait donc ses capacités, on connaissait son degré d'enracinement, mais il y avait certaines choses dont on n'avait pas conscience réellement, surtout au sein de notre opposition. Il ne faut pas le cacher. Donc c'était plutôt ces choses qui nous ont découragés à des moments donnés. Et en fait, je ne vais pas vous le cacher, à un moment donné, qui nous ont fait penser hein, qu'il serait bon, hein, il serait décent qu'on prenne un peu de recul pour regarder hein, comment les choses vont évoluer. Ça, je n'en pas le nier. Oui, dans les détails, par exemple, qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, vous a incité, vous a... Non, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails ici, mais si vous voyez un peu la difficulté de notre opposition de façon générale à se mettre ensemble pour aller vers quelque chose de concret, si vous ne voyez que ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et si vous voyez également les nouvelles qui fusent par moments de part et d'autre hein, venant hein, de notre opposition, c'est normal que vous en réfléchissiez, que vous dites, bon, il y a lieu de voir, hein, de prendre un peu de recul et de voir comment les choses vont évoluer. Ça c'est arrivé à un moment donné, mais nous nous sommes dit que ce n'est pas d'abord la solution. Et quand vous prenez un engagement, vous savez, c'est toujours difficile de voir les choses évoluer, même si les choses n'évoluent pas comme vous l'auriez souhaité. Ce n'est pas le fait de vous retirer qui va constituer la solution. Et on ne va pas jeter le manche après la cognée, c'est difficile. Mais je pense que nous devons continuer le combat. Là, vous décrivez un peu l'environnement immédiat de votre parti, de l'opposition. Mais il y a aussi le parti au pouvoir. Est-ce que de ce côté-là aussi, des choses se sont passées qui, à un moment donné, vous ont fait réfléchir? Oui, comme je vous le disais, au niveau du parti au pouvoir, avant d'arriver d'arriver en politique, ou bien de créer notre parti, parce que ce n'est pas avec la création de parti qu'on était arrivé en politique en réalité. On était déjà en politique avant de créer le parti, mais avant de créer le parti, j'avoue qu'on n'était pas naïf, on connaissait les difficultés qu'il y avait sur le terrain par rapport au régime au pouvoir. Et quand nous sommes arrivés, nous n'allons pas dire que ce que nous avons trouvé était tout à fait contraire ou bien nécessairement moindre que ce à quoi on a pensé. Mais c'est vrai qu'à des moments donnés, on est quand même un peu dépassé par ce régime qui, en réalité,
fait montre à tous les niveaux de la mauvaise foi, de faire un véritable changement dans notre pays. C'est sûr que ça nous a marqué d'une manière ou d'une autre à des moments donnés, mais ce qui nous a plus touché, c'est ce qui se passe au sein de notre opposition. Quand on conjugue le parti au pouvoir et l'opposition mise ensemble, il y a des difficultés, notamment sur la question de l'alternance, puisque c'est cette question-là que certains mettent en avant pour expliquer un peu l'état de lassitude dans lequel ils se sont retrouvés. Est-ce que pour vous, l'alternance doit rester l'objectif majeur de toute action politique dans un pays comme le Togo? Là vous venez toucher une question importante. Vous savez, en réalité, dans tout pays, au plan politique, l'alternance est un objectif. Parce que le pays n'appartient pas à un régime donné. Le pays appartient à tout le monde. Les gens créent leur parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Et en plus, vous savez, quand il y a l'alternance, les choses marchent mieux parce qu'il n'y a pas l'usure de pouvoir, il n'y a pas, cette tendance à tomber dans la monotonie et qui fait que les choses évoluent de façon générale très bien. Mais quand vous êtes dans un pays comme le nôtre où l'alternance devient un problème, c'est sûr que c'est difficile. Donc l'alternance doit constituer l'objectif, surtout dans notre pays, où nous avons pratiquement un même régime qui a passé depuis près de 60 ans au pouvoir, pendant près de 6 décennies au pouvoir. Il est normal que nous faisions de l'action politique, nous faisions de l'objectif ultime de l'action politique, l'alternance politique dans notre pays. Vous parlez tantôt de monotonie. Vous avez l'impression que finalement on s'est installé dans une sorte de monotonie dans le pays? Oui, mais de toutes les façons, quand vous avez un même régime qui vous dirige pendant toutes ces années, c'est normal. Ne serait-ce que le régime même qui est là, qui vous dirige, c'est la même chose pendant plusieurs années. Et à un moment donné, vous avez l'impression que c'est les mêmes personnes qui partent et qui reviennent. Vous avez l'impression que c'est les mêmes choses qui sont faites année après année. Donc c'est normal que vous vous sentiez dans un système de monotonie comme ce que nous vivons dans notre pays. Mais cette situation, par exemple, c'est elle qui fait que pour certains, ils n'arrivent pas à survivre véritablement leur projet pour notre peuple. C'est ce qu'ils disent. Mais est-ce qu'il faudrait avoir tous les leviers du pouvoir pour véritablement servir son pays? Non, justement, on n'a pas besoin d'avoir tous les leviers du pouvoir pour servir son pays. Mais encore faut-il qu'on soit dans un système où on peut être libre de ses actions. Qu'on soit dans un système qui permet la liberté d'action, qui vous permet la liberté d'action. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les leviers du pouvoir pour agir, mais si vous n'avez qu'une parcelle de pouvoir, il faut que dans cette parcelle de pouvoir-là, vous ayez la capacité d'agir librement, de mettre en application vos idées, qu'on vous laisse travailler librement. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas ce qu'on peut avoir, on peut espérer dans ce pays où on a un régime qui dirige pratiquement tout. Mais les libertés, vous faites référence aux libertés, mais elles ne sont pas totalement fermées. Il y a, vous par exemple, vous êtes venu ici, en fait, il y a un certain nombre d'activités, notamment politiques, qui se passent dans le pays. On n'est pas fermé comme en Corée du Nord, par exemple. Non, je ne dis pas que, c'est-à-dire que ce n'est pas des actions politiques en réalité, ce sont des actions pour l'avancée de la démocratie. Mais vous savez, pour intervenir, avoir les leviers du pouvoir et intervenir, avoir les pouvoirs de décision, je parle plutôt de ça. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas de pouvoir de décision. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tout le pouvoir, tous les leviers du pouvoir pour agir, mais il faut avoir la capacité de décision et agir dans son cadre, mais avoir les mains libres pour faire cette action. Vous avez dit tantôt que vous étiez candidat à la dernière élection présidentielle, c'est vrai, et ça fait 3 ans dépassés déjà.
Quel est votre regard sur ce début de... Je ne sais pas si on doit dire encore début, mais en fait, Gnassingbé vient de passer un peu plus de la moitié de ce mandat-là. Et quel est votre regard sur la gouvernance? Oui, mais moi, je n'ai pas, je ne trouve pas quelque chose de particulier dans cette gouvernance. Les choses sont les mêmes depuis que nous sommes là. C'est les mêmes choses que nous avons toujours déplorées. Moi, je ne vois pas quelque chose de particulier qui a changé. C'est vrai, on a fait rentrer dans le dernier gouvernement beaucoup de femmes. C'est une bonne chose. Sinon, moi, je ne vois pas ce qui fondamentalement a changé dans la gouvernance. Mais quand vous regardez par exemple la diplomatie togolaise, par exemple, elle est beaucoup plus dynamique. Oui, mais la diplomatie togolaise est beaucoup plus dynamique. Mais quelle est la répercussion de cette diplomatie ou bien de ce dynamisme-là sur le quotidien des Togolais? C'est ça qui est le plus important parce qu'il ne suffit pas de faire de la publicité au plan international pour que le Togo se porte bien ou se porte mieux. Donc, quelle est la répercussion de ce dynamisme-là sur donc le quotidien des Togolais? Est-ce que par exemple les nouveaux accords que le Togo tisse avec un certain nombre de pays, les répercussions, est-ce qu'il ne faudrait pas les attendre dans les années à venir plutôt? Mais si vous dites qu'il faut les attendre dans les années à venir, attendons de voir dans les années à venir. Aujourd'hui, ce que moi je vois, je parle de ce que je vois aujourd'hui. Moi, je ne vais avoir rien pour le moment qui change de façon fondamentale. Les Togolais vivent dans les mêmes situations. La pauvreté, elle est ambiante. Les difficultés dans les milieux sanitaires, elle est là. Au niveau de l'éducation, c'est là. Le problème des logements sont là. La vie chère, c'est tous les jours qu'on est avec ça. Moi, je ne vois pas ce qui a fondamentalement changé. Donc, même si les répercussions, c'est pour l'avenir, attendons de voir ces répercussions. Pour aujourd'hui, moi, je juge sur ce que je vois. J'ai parlé de la diplomatie, vous avez donné votre regard, mais quand on prend sur le plan santé, par exemple, vous êtes bien situé pour nous parler de cet hôpital, par exemple. Le Togo dispose d'un hôpital de référence à Gonivé. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Oui, mais c'est quelque chose de nouveau, c'est bien. On s'en félicite. Ce n'est pas mauvais. Mais vous savez, il y a un centre hospitalo-universitaire qui forme les médecins, qui forme les pharmaciens. Vous avez dit tout de suite que je suis pharmacien. Je tiens à vous rappeler que je suis médecin d'abord. Donc, il y a beaucoup qui sont formés donc à l'hôpital Sylvanus Olympio, qui est le centre de référence. Mais il y a beaucoup de problèmes dans ce centre-là. Comment se fait-il qu'on ne règle pas le problème de l'existant et on s'acharne à créer d'autres structures qui vont engendrer d'autres frais, qui vont engendrer d'autres dépenses d'investissement, d'autres dépenses de gestion, d'autres dépenses de je ne sais quoi. Donc, le centre Sylvanus Olympio, bon, j'apprenais que le 10 prochain, on va inaugurer le scanner au CHU Sylvanus Olympio aussi. Ça se fait, ce sera une bonne chose. Mais moi, je dis, il faut essayer d'arranger l'existant, de faire en sorte que ce centre qui est un centre de référence est ouvert à tous, accessible à tous. Donc, faire en sorte que ce centre soit beaucoup plus performant avant de penser à d'autres installations. Je ne dis pas que ce qui est fait à Gonivé, c'est mauvais, mais cela ne veut pas dire que ça règle les problèmes qui sont là. Un dernier secteur sur lequel je voudrais quand même que vous portiez votre regard, c'est sur le secteur de l'éducation. Dedi Kokoroko, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, vous le connaissez? Oui, je le connais. Vous l'auriez pris comme ministre si vous étiez élu? Pourquoi vous me posez cette question? Vous savez, monsieur, moi je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Bon, je le vois agir. Les retombées de son action, attendons de les voir d'ici quelques années. Même peut-être que s'il n'est plus à ce poste-là, les retombées de ses actions, on les verra nécessairement. Pour l'instant, je ne les vois pas. La dernière fois, il y a 255 écoles qui ont été fermées.
Si ces écoles ne répondent pas aux normes qu'il faut, c'est normal, mais j'espère que les moratoires ont été donnés normalement et que les dispositions ont été prises pour que tous les élèves qui étaient dans ces centres puissent continuer à être scolarisés, pour qu'on n'ait pas de déperditions scolaires, pour qu'on n'ait pas des échecs dans les années à venir. C'est une bonne chose quand les gens ne respectent pas les normes. Il faut les sanctionner, mais dans le même temps, il y a des mesures d'accompagnement. J'espère qu'il a pris toutes ces mesures pour que tous les élèves qui se trouvent dans ces centres-là ne se retrouvent pas sans école dans l'année prochaine et dans les années à venir. Quand on parlait d'école, il y a une dernière décision venant toujours du même ministre concernant les couleurs de ces différents établissements. Vous savez très bien qu'à une certaine époque, les établissements sont certains aux couleurs qui frisent ou qui s'apparentent à des partis politiques. Et il est en train de mettre fin à cela aussi. Beaucoup pensent que c'est une bonne chose. Vous savez, moi, il ne faut pas que les décisions finissent par s'apparenter beaucoup plutôt, en fin de compte, à une publicité. Parce que ce que l'on fait, comme je le dis, c'est dans les années à venir qu'on va voir les répercussions. Pour l'instant, on n'en voit pas les répercussions. Mais les écoles qui sont peintes aux couleurs des partis politiques, donc chaque personne a le droit de peindre son école comme... Non, pas les écoles privées, les écoles publiques. Oui, mais je ne... Bon, maintenant, s'il dit que les écoles publiques, il faut que toutes les écoles publiques soient peintes de cette manière. Oui, c'est ce qu'il a dit. Voilà, là, ça nous pose aucun problème. Il y a une harmonisation. Voilà, il y a une harmonisation, ce sera une bonne chose, ça va bien se faire voir, ce sera parce que chaque fois qu'on voit telle école, on sait que c'est une école publique, c'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose, mais tout ceci, quelle doit être la répercussion sur la qualité de l'enseignement, quelle doit être la répercussion sur la répercussion de l'éducation sur le développement de notre pays. C'est ça qui est le plus important. Quand on parlait de la qualité de l'enseignement, on peut débattre, mais les derniers résultats, quand on prend le CPD, le BPC, le bac 1, les derniers résultats sont relativement satisfaisants. Pour cette année qui s'achève visiblement sans qu'il y ait des heurts entre administration et corps enseignant, il n'y a pas vraiment eu de grève. Oui, il n'y a pas eu de grève. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de grève qu'il n'y a pas de problème. Il faut savoir pourquoi il n'y a pas eu de grève durant cette année. Et maintenant, s'il n'y a pas eu de grève, l'année s'est déroulée normalement, les résultats sont bons. C'est une bonne chose. Mais moi, je dis que, en fin de compte, ce qui est plus important, c'est la répercussion de tout ça sur le niveau des élèves et de tout cela également donc sur la qualité de l'enseignement et sur le développement de notre pays. Après. Bien, merci. On vient de passer 35 minutes avec vous, docteur Georges Kwessan. Je rappelle que vous êtes le président du parti Santé du Peuple. Comment se porte le parti, la santé et de santé du peuple? Le parti se porte bien. Pas de fièvre? Non, le parti se porte bien. Nous avons fait notre congrès. La dernière fois, c'était pas par rapport aux obligations. Hein. Nous étions dans les règles par rapport à l'administration. Nous étions dans les règles. Vous savez qu'il y a eu une modification à la CNAP de la charte des partis politiques qui faisait obligation aux partis politiques de tenir leur congrès. Nous avons tenu notre congrès, mais ce n'était pas dans ce cadre-là. Nous étions en règle. Mais nous avons fait un très bon congrès. Il y avait beaucoup de militants qui s'étaient déplacés. Nous avons fait un autre siège qui était complètement plein. Et ça montre que le Parti Santé du Peuple, il est vivant. Et nous étions très présents dans les derniers événements, dans les recensements, etc. Donc ça prouve que nous sommes très présents. Et en interne également, tout va bien, il n'y a aucun problème. Vous êtes porteur d'une idée et c'est aussi pour cette idée-là que nous vous avons invité, puisque vous parlez depuis quelques semaines de partage du pouvoir. Tout le monde peut comprendre que partager le pouvoir, c'est soit être dans un gouvernement où on ne sait pas concrètement votre proposition. Qu'est-ce qu'elle renferme? Oui, d'accord, je vous remercie.
Au fait, la proposition de partage de pouvoir, d'abord, je vais vous donner les motivations. Je vais vous donner les motivations. Et c'est une idée que nous avions eue depuis le lendemain de la présidentielle de 2020. Et nous avions pensé que, en ce moment, si on faisait sortir cette idée, ce n'était pas bien parce qu'après des discussions au sein du parti, on était arrivé donc à cette conclusion qu'il ne fallait pas parler de ça parce que comme on venait de participer à l'élection présidentielle et que le gouvernement n'était pas encore formé, on allait penser qu'on voulait aller au gouvernement. C'est pour cela qu'on avait sursis à cela et on l'a porté donc à une date ultérieure. Donc on l'a remis donc dans les réflexions au cours du congrès et on avait eu pour thème changement paisible au Togo, peut-il exister une voie? Pourquoi? Parce que nous avons réfléchi, après tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, nous avons réfléchi et nous avons trouvé qu'il serait important que nous partagions le pouvoir. La première raison, c'est que par rapport à la longévité du régime au pouvoir, parce que si je parle du régime, je parle à la fois du RPT et de UNIR, par rapport à la longévité du régime au pouvoir, on s'est dit que, on a constaté que vous ne pouvez pas mettre votre compétence à la disposition de votre pays si vous n'êtes pas de UNIR ou d'un parti allié à UNIR. Ce qui fait que les compétences naissent, grandissent et disparaissent sans profiter à notre pays. Or, c'est des régimes qui sont là depuis des années. Dans un pays où les choses se passaient normalement, où il y a l'alternance normalement, on n'allait pas proposer un partage de pouvoir. Parce que celui qui prend le pouvoir, il gouverne. Il prend le pouvoir, il gouverne, suivant un programme donné. Mais nous sommes en face d'un régime, les deux ensemble, qui font que ça fait à peu près 60 ans que le même régime est au pouvoir. Les deux partis politiques qui constituent pratiquement un même régime, ça fait pratiquement 60 ans que le même régime est au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas mettre comme votre compétence à la disposition de ce pays si vous n'êtes pas de parti uni ou d'un parti allié. Et on ne peut pas non plus obliger les gens, parce qu'ils veulent mettre leurs compétences à la disposition de leur pays, d'adhérer nécessairement à un parti qui n'est pas de leur choix. Donc, ça fait que le parti n'utilise qu'en partie les compétences qui sont disponibles, et ça fait que le pays ne peut pas se développer normalement parce qu'il y a une partie de la compétence qui n'est pas utilisée. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous allez voir que pratiquement toutes les élections législatives qui sont organisées depuis l'avènement du multipartisme dans notre pays, l'opposition a toujours la majorité des voix. Je parle en termes de voix. Même si le parti au pouvoir rafle les sièges à l'Assemblée nationale, toutes les élections législatives, en termes de voix, nous avons toujours dépassé le régime. Mais le régime a plus de sièges à l'Assemblée parce que nous avons un découpage électoral unique. Donc, il y a une grande partie de cette population-là qui ne se retrouve pas dans la gouvernance actuelle et qui, par conséquent, n'accompagne pas ce gouvernement tant sur le plan, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan matériel. Donc, il n'y a pas cet accompagnement-là de ce gouvernement. Donc, toute cette partie-là est mise en réalité de côté. La troisième raison, c'est que toujours cette longévité, la longévité du régime au pouvoir fait que les biens du pays stagnent dans les mains d'une minorité au détriment de la majorité. Maintenant, quand il y aura le partage de pouvoir et que l'opposition va entrer dans la gestion du pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il y aura la modification de la gestion, parce qu'il y aura d'autres compétences qui seront injectées et d'autres façons d'envisager la gouvernance de notre pays qui seront également injectées dans la gestion de ce pays. Dans le même temps, il y aura un meilleur dispatching des biens nationaux, ce qui va donner d'abord d'autres possibilités d'investissement, d'autres possibilités de revenus, mais qui va également apaiser les tensions. Tout ça là va faire en sorte que le pays puisse commencer par
évoluer mieux. Et avec donc cette nouvelle gestion, on pourra avoir un début de changement qui pourra changer la condition de vie de nos populations en attendant d'avoir l'alternance que l'on veut. La quatrième raison, vous savez que depuis plusieurs années, il y a une crise de confiance qui existe entre le parti au pouvoir et l'opposition. Mais on s'est dit que cette approche de la gestion va faire en sorte qu'il y aura une diminution de cette crise de confiance parce que les gens vont apprendre à se connaître, à s'approcher les uns des autres. Ça va diminuer progressivement cette crise de confiance, ce qui pourra nous permettre d'aller vers un changement paisible et réussi dans notre pays. Et enfin, vous savez que notre Constitution, en son article 66, n'ouvre pas la voie à la cohabitation, à une cohabitation politique, quelle que soit l'issue des élections législatives. Normalement, cet article devait dire que le chef du gouvernement doit être nommé dans la majorité parlementaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si l'opposition arrive à avoir la majorité à l'Assemblée nationale, l'opposition ne peut pas entrer dans la gouvernance de ce pays, dans une cohabitation, dans un système de cohabitation politique, parce que l'article 66 n'ouvre pas cette voie donc à cette cohabitation-là. Ce qui fait que si vous mettez tout ça là ensemble, vous trouvez que il faut qu'on trouve un modus vivendi pour que l'opposition puisse entrer dans la gestion et que les choses puissent commencer par changer progressivement. Nous pensons, c'est une conviction personnelle, que cette entrée va permettre que les choses puissent bien évoluer dans notre pays. Mais ceci dit, nous n'avons pas, le Congrès ne s'était pas tout simplement contenté de proposer le partage de pouvoir. Nous sommes appesantis, nous étions appesantis également sur les conditions qui doivent donc cadrer ce partage de pouvoir de manière à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Donc nous avons dit que d'abord au niveau du régime en place, il faut premièrement que le régime accepte de partager le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas l'y obliger. Il faut que le régime accepte de partager ce pouvoir. Deuxièmement, que cette nomination, vous venez de poser la question, que cette nomination soit dans tous les domaines. Ce n'est pas un accord de gouvernement. Ce n'est pas un accord de gouvernement, mais que cette nomination soit dans tous les domaines. C'est-à-dire sur tout l'arbre de la déconcentration, les préfets, tout cela, au niveau des chancelleries, que l'on puisse partager. Il puisse avoir de partage à tous les niveaux, et même également au niveau du gouvernement. Ça, c'est la seconde condition. La troisième condition, il faut que cet accord dure dans le temps, c'est-à-dire une durée qui sera, si on est d'accord, une durée qui sera, comment dit-on, déterminée. Donc, quand on sera ensemble, une durée qui sera déterminée. Et en plus, il faut qu'il y ait un quota que le pouvoir donne à l'opposition, et un quota qui soit respectueux donc, de cette structure qu'est l'opposition. Maintenant, du côté de l'opposition, quelles doivent être les conséquences, les conditions? Premièrement, il faut que l'opposition, la grande partie de l'opposition accepte le concept. Il faut que la grande partie de l'opposition accepte le concept. Quand je dis grande partie, la grande partie de l'opposition en termes de nombre de partis politiques et également en termes de poids des partis politiques. La deuxième chose, il faudrait que la nomination des membres de l'opposition par le chef de l'État soit toujours faite sur proposition de l'opposition. Je vais terminer, excusez-moi. C'est un peu long, mais je vais terminer. Donc, soit toujours fait sur proposition de l'opposition. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut que l'opposition se mette ensemble dans un groupe organisé, hiérarchisé. Ça, c'est la troisième condition. La quatrième condition, il ne faut pas qu'aucun parti politique n'a le droit d'aller seul à un poste de nomination. Et maintenant, au sein de l'opposition, qu'on redéfinisse. Parce que la loi dit que tous ceux qui disent qu'ils sont de l'opposition sont de l'opposition. On ne peut pas fonctionner à l'intérieur de l'opposition comme ça. Il faut que l'opposition redéfinisse en son sein les critères de reconnaissance des partis de l'opposition.
Et maintenant, enfin, il faudrait que l'opposition s'engage, en cas d'alternance, que l'opposition s'engage à entrer dans le même schéma avec le régime qui est là aujourd'hui et qui, demain, en cas d'alternance, sera dans l'opposition. Donc, il faut qu'aujourd'hui, l'opposition s'engage également à faire la même chose, à faire la même démarche une fois l'alternance. Bien, merci beaucoup, docteur Georges Cruisson. Je vous ai laissé développer votre idée. Elle a été très longue. Nous espérons, avec les questions des auditeurs, pouvoir creuser cette proposition qui est une proposition nouvelle. C'est vrai aussi que par le passé, il y a eu d'autres partis politiques qui ont proposé ce qu'on a appelé par exemple la cogestion venant du cas. Mais ce que je retiens là, avant que les auditeurs ne commencent par vous appeler sur 96 50 34 37 et puis 72 43 09 70, c'est que durant toute cette période, malgré cet accord-là, les élections vont continuer. Oh, bien sûr. Les élections législatives, nous pensons que si c'était possible, que cela démarre avec les élections législatives, après les élections législatives. Parce que comme je vous l'ai dit, notre constitution ne permet pas aujourd'hui à l'opposition, même quels que soient les résultats des législatives qui viennent, ça ne permet pas à l'opposition de gouverner. Pour l'instant, je ne sais pas, je cherche à savoir ce que dit l'article 72. L'article dit que le Premier ministre est nommé par le chef de l'État. Normalement, c'est un article qui devait dire le Premier ministre ou bien le chef de gouvernement est nommé dans la majorité parlementaire. Bien, merci. Le premier auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Oui, Gérard, Gérard, est-ce qu'on peut augmenter un peu plus le volume au niveau du studio pour qu'on puisse écouter convenablement Gérard? C'est fait. Allô? Oui, allô, c'est bon? Oui, allez-y. Oui, je salue M. Kouessan. Oui, bonjour Gérard. Bonjour, monsieur. Alors, depuis longtemps, je vous attendais. Je voulais vous poser la question, donc c'est le moment. Je ne suis pas d'avis avec vous pour votre proposition. C'est comme vous vous avouez vaincu pour l'idéal qu'est la lutte pour la paix. M. Kouessan, plusieurs occasions nous ont été offertes à ce que vous et les autres partis politiques de l'opposition vous mettiez ensemble pour conquérir le pouvoir et trouver la tenance. Mais vous avez refusé, par exemple en 2020, que vous vous mettiez derrière un seul candidat pour avoir l'indépendance, pour la tenance. Vous n'avez pas pu. Mais quand vous dites qu'une fois que si on ne partage pas le pouvoir, il y a certaines compétences qui sont dans l'opposition qui ne contribuent pas au développement du pays. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Quand je prends par exemple M. Wolou, M. Wolou est de l'opposition, mais il est professeur à l'université de Lomé et il forme les étudiants de Mollet. Il y a plusieurs compétences aussi qui sont de l'opposition, mais qui enseignent, qui font deux choses, pas dans M. Kouessan. Monsieur Kouessan, le problème c'est de lutter pour la tenance. Et vous pouvez l'avoir si vous vous attendez. Si vous ne vous attendez pas, c'est difficile que vous ayez le pouvoir. Maintenant, quand vous parlez de partage du pouvoir, mais le pouvoir peut dire d'accord, ok, c'est-à-dire l'unir peut dire d'accord. Mais quand les gens vont rentrer dans ce gouvernement, c'est la feuille de route de l'unir qui vont exécuter, ils ne vont pas exécuter leur politique. C'est-à-dire leur façon de faire, de gérer. C'est l'unir qui va leur imposer, et c'est normal, parce que c'est l'unir qui est au pouvoir. Votre devoir maintenant, c'est de vous entendre les partis politiques pour que vous ayez la tendance. C'est ça, M. Kouessan. Donc, pour moi, votre proposition-là n'est pas la bienvenue. Bien, merci Gérard de nous avoir appelés. Gérard n'est pas d'accord avec votre proposition. Il a avancé ses argumentaires. Est-ce qu'il vous a convaincu? Bon, vous savez, non, il a donné des raisons qui sont tout à fait valables. Hein. Il a dit que c'est comme si on s'avouait vaincu. Non, ce n'est pas histoire de s'avouer vaincu. Vous savez, et dans la vie, quand on fait quelque chose et on n'a pas de solution,
ce qui est difficile à comprendre, c'est de vouloir refaire, de vouloir faire la même chose et de vouloir aboutir à des résultats différents. Bon, Monsieur Gérard, il a dit qu'en 2020, on nous a donné la possibilité de nous mettre ensemble. Ce n'est pas seulement en 2020. En 2020, moi, avant que je sois candidat, si vous vous souvenez de ce qui s'était passé, j'avais proposé qu'on prenne un candidat qui n'était pas un candidat politique et que toute l'opposition soutienne ce candidat-là pour qu'on aille à la présidentielle de 2020. Mais personne n'avait accepté cette proposition. Même moi, je pensais à l'époque que c'était une proposition qui devait permettre de faire avancer les choses. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, si on nous propose, pourquoi, c'est-à-dire si on me propose quelque chose que je sais à l'avance voué à l'échec, on ne peut pas m'y obliger à m'associer. C'est comme je fais cette proposition-là aujourd'hui. Si quelqu'un trouve que c'est voué à l'échec, la personne n'est pas obligée de s'associer à cette proposition-là. C'est la même chose qui s'était passée en 2020. On nous a proposé un candidat, on s'est dit qu'avec ce candidat-là, c'était voué à l'échec. Donc, on ne peut pas s'associer. J'avais proposé, j'étais le dernier à déclarer ma candidature en 2020. J'avais proposé qu'on choisisse des personnalités. Et il y avait des personnalités qui s'étaient manifestées, qui voulaient réellement porter ce flambeau-là à l'époque. Mais personne n'avait voulu. 2020, c'est déjà passé. On retourne au téléphone. Allô? Allô? Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, M. Pierrot. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Oui, M. Coco, depuis Abidjan. Ok, allez-y. Oui, une seule question à l'invité. D'abord, bonjour. Bonjour, M. Coco. Voilà. Donc, une seule question. Vous savez qu'aujourd'hui, notre position, si vous pouvez l'accepter, demeure égoïste, si vous pouvez m'exprimer comme ça. Est-ce que vous les avez convaincus? Vous avez dit égoïste. Avant de publier votre déclaration, où vous les avez mis devant le fait accompli. Bien, merci Kokou pour la question. Et il veut savoir si vous avez consulté vos pairs de l'opposition avant de rendre public votre idée. Bon, pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais, bon, pas tout le monde. Certains ont été mis au courant. Je ne vais pas les citer ici, mais je n'ai pas pu voir tout le monde. Mais cette semaine, nous avons envoyé des lettres avec la résolution à tous les partis politiques. Et nous avons demandé des rendez-vous pour qu'on puisse échanger. Donc, vous attendez donc de les rencontrer alors? Oui. Nous avons envoyé des lettres à tous les partis cette semaine et avec la résolution, nous avons demandé à les rencontrer. Nous n'avons pas pu rencontrer tout le monde avant de faire la proposition parce que, en réalité, quand on avait décidé cela, il y avait également les urgences à organiser le congrès. On était pris dans le temps, mais on a pu quand même discuter on a compris. Allô? Avec certains. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, je salue l'invité. Oui, l'invité vous salue. Quel est votre nom? Je vous salue. Mawina, allez-y. Oui, bon. Concernant la proposition faite par notre invité, sinon ce n'est pas une idée très mal, mais l'inquiétude est que est-ce que le partage du pouvoir peut se faire dans une dictature? C'est-à-dire, si nous allons faire un constat, c'est que il n'y a eu aucun ministère dans ce pays qui soit totalement indépendant. Donc ça sera difficile pour l'opposition actuellement de travailler avec ce régime, puisque il faut précéder cette démarche ou bien cette procédure par une démocratie. Là, je pense que ça peut marcher, mais dans ce cas précis, je ne crois pas. Et ce n'est pas une bonne idée d'ailleurs, parce que en cas de mauvaise gestion, qui sera maintenant indexé
Vous voyez, c'est ça le problème. Ça sera totalement une confusion hein, chez le peuple ou bien auprès du peuple. Merci. Merci pour votre réaction, Mawina. Il pense que ça va être difficile à exécuter. Oui, d'abord, il dit que en cas de mauvaise gestion, qui sera comptable. Je pense que l'histoire, ce n'est pas, ou bien le problème, ce n'est pas de savoir qui sera comptable ou pas. Le problème, c'est de savoir ce que nous pouvons faire pour que notre pays puisse évoluer. Et on ne va pas fuir d'endosser un certain nombre de conséquences pour ne pas poser des actes qui peuvent apporter quelque chose. Si nous pensons que c'est un acte qui peut apporter quelque chose, mais ayons le courage d'aller poser cet acte-là, quitte à ce que ça ne marche pas et que les gens nous critiquent. Demain, on ne va pas fuir les critiques pour dire que nous n'allons pas travailler. D'abord, c'est pour ça, c'est ce que je tiens d'abord à dire par rapport à ça. Mais là, il dit, est-ce que dans une dictature, est-ce qu'on peut être indépendant pour travailler? Je reconnais, je le reconnais. Mais c'est pour ça que je dis que l'opposition aura son staff. Ce n'est pas un individu ou un parti politique pris isolément qui ira dans le groupe, qui ira à des postes de gestion, à des postes de responsabilité. C'est un groupe qui ira à ces postes-là. Ça veut dire que quand vous êtes en groupe, vous êtes plus fort. Et vous pouvez imposer un certain nombre de choses. C'est pour cela que nous avons parlé. Nous n'avons pas parlé de collaboration. Nous avons même trouvé que le terme de cohabitation, parce que nous avons appelé ça cohabitation concertée. Mais nous savons que ce n'est pas une cohabitation. Mais pourquoi nous avons appelé ça? Parce que nous voulons faire ressortir cette liberté qu'on donnera à cette opposition de pouvoir travailler. Mais l'opposition, une fois également en groupe, dans ce schéma-là, sera beaucoup plus à l'aise que par exemple si c'est un seul parti ou deux partis qui décident et ils n'ont aucune force derrière, à l'image de peut-être l'accord de 2010 qui a fait que c'est un seul parti qui n'avait pas une force derrière. Mais aujourd'hui, ce sera toute l'opposition qui ira dans ce système de gestion et on aura quand même une certaine force. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, allez-y. Bonjour. Pelé, bonjour. Okay. Bon, d'abord, concernant en 2019, je pense que vous avez pris votre accord de tolérance pour aller vers une candidature et surtout avec un candidat dont il n'y aura pas une collaboration parti politique. Mais ça n'a pas été exécuté que vous étiez à ces élections. Maintenant, c'est parce que Adouémé était un parti politique qui n'a pas gagné les élections. Ou bien, qu'est-ce qui s'est arrivé? Est-ce qu'il a gagné les élections? C'est parce qu'il est candidat, il est parti, il est président d'un parti politique. C'est pourquoi vous n'en avez pas soutenu. Première préoccupation. Deuxième préoccupation, votre idée est géniale, sauf que, je vous l'ai dit, ce n'est pas diminué. Ça a été fait, ça a été dit, partout. Mais est-ce que c'est lorsqu'on a contribué avec quelqu'un qu'on fait le partage avec lui? Est-ce que vous avez contribué avec le RPT et que vous voulez partager? Merci. Bien, merci. Docteur Cressan. Oui, je remercie M. Pelé pour ses interventions. La première question, est-ce que c'était parce que M. Adouémé était politique qu'on ne l'avait pas soutenu? Moi, avec l'expérience que j'avais au sein de l'opposition, je me dis, les politiques étaient pas des adversaires, mais des concurrents aussi, quelque part. Donc, au sein de l'opposition, c'est-à-dire que chaque parti politique a été créé. C'est-à-dire chacun crée son parti pour conquérir le pouvoir. Bon, donc au sein de l'opposition, et si on choisit, parce que si vous choisissez quelqu'un, la personne prend de l'avance sur vous,
Et dans les années à venir, cela peut avoir des répercussions sur votre parti. Bon, c'est comme ça que moi j'ai compris quand j'étais rentré dans l'opposition. Moi, ça ne me gênait pas. Mon parti n'était pas un grand parti pour intervenir de façon substantielle dans ce jeu-là, mais je m'étais dit qu'il était important que nous comprenions que si on choisissait un politique, étant donné des incompréhensions qu'il y avait au sein de l'opposition, parce que j'avais fait déjà beaucoup de coalitions, j'ai pu comprendre un certain nombre de choses, je me disais que les partis politiques étaient à même de soutenir plus une candidature neutre qu'une candidature politique. Et même en ce moment-là, il y a eu un exemple qui s'était passé. Vous savez qu'après, il y a eu les élections locales. Nous avons vu les partis politiques dans une commune de Lomé qui ont soutenu des candidatures d'une personnalité de la société civile face aux politiques qui étaient là, qui étaient pourtant des amis de la C14. Donc, c'était plus difficile, j'ai constaté que c'est plus difficile pour un politique de soutenir un autre politique, surtout à une élection aussi importante qu'une élection présidentielle. Ça peut se faire dans les élections intermédiaires, mais à une élection présidentielle où c'est une élection d'une seule personne, ça devient beaucoup plus difficile. C'est ce que moi j'avais constaté, c'est pour ça que j'avais proposé la candidature d'une personnalité neutre. Donc, je ne dirais pas que c'est parce que Agbeome, et parce que quand nous disons qu'il faut gagner les élections, en réalité c'est qu'il faut entrer en possession des instruments de la gouvernance. Ce n'est pas tout simplement gagner les élections, mais entrer réellement en possession des instruments de la gouvernance. Et nous avons pensé qu'il fallait faire une union sacrée autour de cette personne-là pour que non seulement elle gagne les élections, mais qu'elle puisse entrer réellement en possession des instruments de la gouvernance. Donc, c'est pour cela que nous avons proposé. Maintenant, pour ce qui il dit que la proposition n'est pas une proposition nouvelle. D'abord, je tiens toujours à dire que quand je fais la proposition, ce n'est pas que la proposition soit nécessairement une proposition nouvelle, ou une idée nouvelle. Ce n'est pas ça qui importe pour moi. Vous savez, ce qui a été impossible ou a été complètement une hérésie à une époque donnée peut être quelque chose de bien à une autre époque. C'est ça qui est le plus important. Il y a peut-être 10 ans ou 15 ans, on aurait fait cette proposition, ben, peut-être que je serais l'objet de tous les lynchages médiatiques possibles. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que les mentalités ont évolué. On a tenu compte de tout cela. Ce qui n'était pas possible il y a quelques années peut l'être aujourd'hui. Il y a une question importante qu'on peut se poser là, vu votre proposition. Est-ce que le parti au pouvoir uni a besoin de partager le pouvoir? Ça, c'est le parti unir qui doit nous le dire. Je sais que le parti unir ne veut pas perdre le pouvoir. Mais le partager, je ne sais pas. C'est pour cela qu'il faut l'essayer également pouvoir. Si c'est ça qui est votre préoccupation, moi je ne sais pas si le parti uni ne veut pas partager le pouvoir. Je sais que le parti uni ne veut pas perdre le pouvoir. Mais le partager, je ne sais pas. Il a déjà partagé le pouvoir avec un parti de l'opposition en 2010. Donc, le partager, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est avec cette proposition, parce qu'il y a des démarches que nous avons prévues. La première démarche, c'est que nous devons aller vers les partis de l'opposition pour essayer de voir si la grande majorité accepte cette proposition. La seconde démarche serait de nous asseoir et de parfaire la proposition, parce que nous sommes conscients que c'est du brut et qu'il faut parfaire cela. Donc nous allons parfaire, ensemble nous allons parfaire la proposition, faire un document en bonne et due forme, et nous allons demander à rencontrer le chef de l'État, c'est la troisième étape, rencontrer le chef de l'État, lui présenter la proposition, et maintenant revenir vers le peuple pour essayer d'expliquer à ce peuple le bien fondé de ce que nous voulons faire. Donc, ce n'est qu'en ce moment que moi je pourrais dire, parce que nous avons fait toutes ces démarches-là, nous sommes allés vers le chef de l'État qui n'a pas voulu recevoir la proposition ou qui n'a pas voulu nous donner l'audience pour le rencontrer et lui remettre la proposition. Ce n'est qu'en ce moment que je dirais, unir ne veut pas partager bien, merci. le pouvoir. Allô?
Bonsoir, bonjour. Oui, c'est Bozambo? Oui, Comment vous allez? un peu bien. Ok, allez-y. Bonjour, docteur. Bonjour, Bozambo. On a écrit pour hier, pour l'enterrement de M. Japaba. Ah oh non, c'est notre devoir. Bon, vous y étiez aussi? Donc, on vous félicite. Merci. Et il me semble que jeudi, vendredi, vous avez rencontré M. le ministre Babouab Petit. Oui. À notre grande surprise, le jeudi nuit, on a vu le conseil spécial du M. Fort, des députés parlementaires et de M. Adovi sur la TVT, et nous disait que le majorité est refusé de faire le recensement au Togo. Et ça m'a beaucoup touché parce que je ne sais pas qui, c'est vous, les leaders politiques que nous connaissons, qu'ils ont demandé qu'on doit faire le recensement encore à zone 1. Donc, qui sont les gens qui ont refusé de dire qu'ils ne peuvent pas recenser encore. Et c'est fini. Et nous, les pauvres, et nous les mamans, les gens, il y avait des mamans, des gens du Uni qui n'ont même pas été enroulés. Eux-mêmes, ils savent. Et vous, en tant que leader, avant que vous allez aller devant, est-ce que vous avez asseoir en table ronde avec tous les opposants pour tenir quelque chose, pour aller faire passer avec Pabou Boubacar? Je ne suis pas sûr que vous avez fait. Au moment que vous avez sorti au ministère, vous allez faire une conférence de presse automatiquement pour nous dire ce qui a été passé là-bas. Maintenant, voilà ce que le ministre a dit. On dit qu'il y avait quelques partis politiques, ils n'ont pas levé les mains. Je ne sais pas comment vous avez voté. Ils ont dit qu'il y a une majorité, ils ont refusé de se recenser. Ça nous a beaucoup touché les Togolais. Si vous voulez un peu nous expliquer, ça me fera plaisir. Merci Bozambo pour votre intervention. J'aimerais vraiment s'il y a du temps, qu'on prenne le temps sur ce sujet-là, parce que c'est important et tous les Togolais attendent de savoir réellement ce qui s'était passé dans la salle du CPC la dernière fois. Et je remercie Bozambo d'être venu sur ça. Et en réalité, je vous dis que concernant ce problème de reprise du recensement dans la zone 1, il y a eu un débat assez houleux sur ça dans la salle. Et je peux vous dire que minimum 5 partis politiques, peut-être que je peux me tromper, peut-être que le nombre est plus que ça, parce que je me souviens que j'avais dit quelque part, pratiquement tous les partis politiques ont accepté, et les gens n'étaient pas d'accord avec moi. Que pratiquement tous les partis politiques ont accepté qu'on reprenne le recensement dans la zone 1, et les gens n'étaient pas d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, je sais au moins que minimum 5 partis politiques s'étaient impliqués totalement pour que le recensement soit repris dans la zone 1. Au moins 5 partis politiques, dont Santé du Peuple. Je ne sais pas si je peux citer les autres. Oui, allez-y. Il y avait au moins Santé du Peuple qui s'est vraiment impliqué pour que le recensement soit repris dans la zone 1. Il y avait le PSR du professeur Olo. Il y avait le CAR de M. Daté. Il y avait l'UDS Togo de M. Antoine Foli. Et l'ANC représentée par M. Manti. Au moins ça là, je peux le dire. Peut-être que je peux oublier un autre parti. Mais les 5 là, c'était vraiment battu pour qu'on reprenne le recensement. Les débats étaient bleus, je vous le dis. Ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que le ministre d'État nous avait fait une présentation. Et dans cette présentation, premièrement, il a présenté les efforts qui ont été faits. Parce que vous savez que dans la zone où il y a eu beaucoup de problèmes. Donc après, il a présenté les efforts qui ont eu, les changements de matériel, tout ça. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, il a présenté les résultats globaux des recensements. Et ce qui m'intéresse là-bas, c'est la région maritime, avec près de 1 700 000 voix. 700 000 enrôlés. 1 700 000 personnes enrôlées. Et la troisième chose, c'est les doublons.
il a montré certains qui se sont enregistrés 13 fois, peut-être 8 fois, la même personne, avec la même image, mais sous des noms différents. Dans la zone numéro 1. Oui. Donc, et maintenant, quand il a fait ces présentations-là, il a dit que les doublons allaient jusqu'à 300 000. Mais que c'était des chiffres provisoires. Maintenant, le premier jour, on a discuté pratiquement que du recensement, de la reprise du recensement. Qu'est-ce qui nous a... Il n'a pas accepté la reprise du recensement. Qu'est-ce qu'il nous a opposé comme argument? Premièrement, c'est les 1 700 000 enroulés dans la zone 1. On a fait un taux par rapport à la population qui est de 3 500 000 à peu près. Enlever les mineurs, enlever les étrangers, il resterait à peut-être 3 millions. Quand on fait le taux d'enrôlement, c'était autour de plus de 60%. Et il nous dit que c'est conforme aux normes et standards internationaux. Même que ça dépasse les normes et les standards internationaux. Vous comprenez? On a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, dont le taux d'enrôlement tournerait autour de 35-40% et ceux de bien d'autres pays. Et nous avons dit que, monsieur le ministre, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes dans la zone 1 qui ont été reconnus par les partis politiques, reconnus par les associations de la société civile, reconnus par le gouvernement lui-même. Mais donc, même si ils pensent que le taux correspond aux standards internationaux, à partir du moment où toutes ces entités ont reconnu qu'il y a eu des problèmes, il faut que le recensement soit repris dans la zone 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous a dit, non, les problèmes là, s'il faut reprendre dans la zone 1, c'est qu'il faut reprendre dans les autres zones aussi, parce qu'il y a eu les mêmes problèmes dans les autres zones. Et nous avons dit, mais s'il y a eu les mêmes problèmes, pourquoi le gouvernement n'a pas parlé de ces problèmes dans les autres zones? Il nous dit, non, le gouvernement ne peut pas chaque fois se mettre à faire des communiqués. D'accord? Que le gouvernement ne peut pas à chaque fois se mettre à faire des communiqués, mais que le gouvernement constatait qu'il y avait des problèmes également dans les autres zones. Mais ce qu'on peut retenir au final, c'est que le recensement ne va plus être fait dans cette zone-là. C'est ce qu'on retient. Non, nous disons, en réalité, nous n'allons pas dire. Moi, je veux quand même que, je ne sais pas pourquoi vous me coupez, mais parce que les Togolais sont intéressés par ce sujet. Je suis d'accord, puisque vous êtes seul. Il y a plusieurs qui y ont participé. C'est votre seule version qu'on a là. Oui, mais laissez-moi quand même dire ma version, quitte à quelqu'un de venir contredire après. Ce que je dis, c'est qu'au final, malgré tout ce qui a été dit dans cette salle, au final... Bon, au final, parce que j'aurais aimé que les gens voient que ce qui s'était passé. Mais au final, c'est que ça ne doit pas, on ne va pas reprendre le recensement dans la zone 1. Mais ce que nous disons, en réalité, la CENI, elle est indépendante. C'est la commission. Est-ce qu'elle était là à cette réunion? Voilà. La CENI, c'est la commission électorale nationale indépendante. Donc, si la CENI est indépendante, ce n'est pas le ministre qui doit parler au nom de la CENI. Ce que nous disons. Donc, il faudrait que le président de la CENI vienne nous dire si on peut reprendre le recensement. Si on ne peut pas reprendre, nous donner les raisons pour lesquelles on ne peut pas recenser. Ça, c'est l'avis du gouvernement. Mais il y a une curiosité quand même. Oui. Vous étiez à cette séance une première journée et puis vous êtes revenu pour la poursuite de cette séance. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé à ce que la CENI soit présente pour donner des réponses sur des questions techniques éventuelles que vous aurez à poser? Le problème, c'est que le projet du jour, le projet de l'ordre du jour, le projet d'ordre du jour de la journée suivante était déjà connu avant même le début de la réunion. C'était faire le point de l'exécution des points de la CNAP. D'accord? Donc, il y avait déjà un ordre du jour. Il y avait déjà un ordre du jour. Mais je pense que, non, en principe, c'est le président de la CENI qui doit se prononcer, pas nécessairement au CPC. Je ne dis pas qu'il doit venir nécessairement au CPC, mais il faut qu'il se prononce pour situer les Togolais sur
est-ce que les recensements vont être refaits dans notre pays? Et sur les raisons, si c'est non, pour que dans la zone 1, et si c'est non, pourquoi ça ne peut pas se faire? Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui s'est passé là, et le processus, la suite va connaître des difficultés éventuelles? Mais nous aurions souhaité qu'on ne connaisse pas de difficultés. Mais nous voulons également que les choses se passent bien. Il y a eu des gens qui sont rentrés le jour-là, qui étaient restés dans les rangs, qui sont rentrés sans avoir leur carte d'électeur. Mais on a dit que c'était évident que les gens sont entrés et n'ont pas eu leur carte d'électeur. Donc, le ministre nous a dit que dans les autres zones également, les gens sont restés dans la queue, ils sont rentrés sans avoir leur carte d'électeur. Et il nous a parlé du délai, que s'il y avait un délai, que si les gens ne respectaient pas le délai, c'est qu'ils les gens n'ont pas respecté le délai, c'est qu'ils n'ont pas respecté le délai. Mais nous avons dit que les gens ont respecté le délai. Parce que les gens qui étaient dans la queue, après 16 heures, ce n'est pas qu'ils étaient venus après 16 heures. Ils étaient là depuis le matin pour certains. Mais on n'a pas pu les enrouler parce que le nombre était dépassé et les opérations d'enroulement n'étaient pas aussi rapides qu'on l'aurait souhaité. Bien, merci. Il y a des questions qui sont laissées par les auditeurs. Il y a par exemple cette question qui a été laissée à l'entame de l'émission par Akoté Kankoué. Il dit: quel parti politique peut être appelé parti d'opposition? Y a-t-il une guerre de leadership entre vous dans l'opposition? C'est des questions qui reviennent très souvent. Mais moi, je dis, les questions de leadership, moi, je pense que ce sont des choses que on doit essayer autant que faire se peut de dépasser. Hein. Et les partis, quels sont les partis qui peuvent être appelés des partis de l'opposition? Moi, je dis, c'est le comportement de tous les jours. C'est le comportement de tous les jours. Et quand vous êtes parti de l'opposition, d'abord, vous êtes un parti, vous êtes critique du régime. C'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec le régime que vous avez créé un parti d'opposition. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est de l'opposition, comme la loi le demande, qu'on est de l'opposition, qu'on est un parti de l'opposition. Vous êtes critique vis-à-vis du régime. Et dans des choses subtiles, importantes, vous faites voir réellement vos positions. Ce n'est pas aussi être seulement critique vis-à-vis du régime, parce qu'on peut faire aussi de la comédie. On peut faire de la comédie. Donc, il y a bien sûr des points importants. Vous devez vous positionner pour qu'on sache que vous êtes un parti de l'opposition. Bien. Le CPC s'est réuni, on le sait, et finalement, le recensement ne va plus se poursuivre ou va plus être fait au niveau de la zone 1. Qu'est-ce que vous allez faire là? Parce que vous étiez allé pour avoir un certain nombre de réponses. Les réponses ont été données. Est-ce que finalement, c'est que vous n'êtes pas satisfait? Est-ce que derrière, vous avez des attitudes à avoir ou pas? Vous allez vous aligner? Non, de toutes les façons, nous allons clarifier notre position la semaine qui va venir. Nous allons clarifier notre position. Parce que contrairement à ce qu'il dit, il y a des partis qui se sont concertés avant d'aller là-bas. Contrairement à ce qu'il dit, même si tous les partis ne se sont pas concertés, même si tous les partis qui ont défendu bec et ongle cette position la dernière fois ne s'étaient pas concertés, il y a des partis qui certainement se sont concertés. Maintenant, je pense que dans la semaine qui va venir, nous allons quand même clarifier notre position pour que les gens comprennent quand même ce qui s'était passé dans la salle et les positions de chacun. Maintenant, comme je l'ai dit, nous devons faire appel au président de la CENI de se prononcer, parce que la CENI est une structure indépendante. Mais est-ce que le président de la CENI ne s'est pas déjà prononcé sur la fin définitive de l'élection? Non, c'est-à-dire sur la fin définitive de l'élection, même nous réclamons que ça soit repris dans la zone 1. Et à partir de là, il faut qu'il se prononce sur donc, Il y a cette question qui est posée par Bertrand. La question fait référence à cette sanction. Docteur Vidro ici sanctionné pour une négligence lors d'un accouchement. Ça s'est passé dans la préfecture de Vaud. Et il veut savoir quelle est votre réaction après cette sanction. Bon, mais de toutes les façons, si on faillit à son devoir, il faut être sanctionné.
Et s'il est établi clairement que le médecin en question a failli, parce que c'est vrai que le médecin n'a pas une obligation de résultat, mais il a une obligation de moyens. Donc, s'il n'a pas utilisé tous les moyens à sa disposition pour que les choses se passent bien et que les choses se passent mal et que c'est établi qu'il n'a pas utilisé tous les moyens à sa disposition, mais il faut qu'il soit sanctionné, c'est tout à fait normal. À la séance du CPC, vous avez évoqué la question des doublons qui ont été constatés. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais en même temps, ça soulève des interrogations, puisque à l'enrôlement, les empreintes des électeurs ou ceux qui se sont enrôlés, les empreintes ont été prises. Mais comment se fait-il que la machine n'arrive pas à rejeter ou à reconnaître que éventuellement ces empreintes ont été déjà prises? Non, c'est parce que non, les machines ne vont pas systématiquement savoir, puisque ça se fait. C'est les machines qui ont permis à ce qu'on puisse les faire ressortir après. C'est-à-dire au moment où tu votes, au moment où tu fais recenser, ouais, tu poses ton empreinte, la machine ne peut pas. La machine enregistre tout simplement. La machine enregistre, mais après, tout ce qui est doublon, la machine fait sortir. C'est un peu ça. Tous les mêmes empreintes, la machine les fait sortir. C'est pour ça qu'on a trouvé une personne jusqu'à 13 fois dans les machines. Nous avons dit un ou deux mots du Sénégal, parce que ce pays fait l'actualité, on le sait, beaucoup d'Africains ont le regard tourné vers ce pays qui finalement s'en sort relativement. Bien, c'est ce que beaucoup pensent, puisque le président Macky Sall, l'éventualité d'un troisième mandat était une question qui taraudait les esprits depuis quelques mois. Vous l'avez sans doute suivi, comme beaucoup d'Africains, intervenir pour dire finalement qu'il ne sera pas candidat. Quelle était votre réaction cette soirée-là? Ah, mais c'était une réaction de satisfaction et de soulagement. Parce que cette décision, c'était une décision qui était importante pour le Sénégal, pour la paix au Sénégal. Macky Sall a fait quand même montre d'une certaine grandeur que nous avons appréciée. C'était vraiment un sentiment de soulagement et de satisfaction et de fierté pour l'Africain que je suis. Parce que quand vous voyez des chefs d'État poser des actes comme ça, vous êtes fiers d'être Africain. Donc, c'est ce sentiment que nous avons eu. Mais c'est quand même curieux quand même qu'après près de 30 ans de démocratie en Afrique, au Sénégal, beaucoup d'années encore plus, parce que le Sénégal était déjà cité comme un exemple depuis les années 80, que quelqu'un qui était un opposant, Macky Sall, arrive à entretenir de tels suspens autour de sa personnalité, de sa participation ou non à une élection présidentielle. Mais finalement, la question c'est de savoir aussi, est-ce qu'il y a de vrais démocrates? Parce qu'il est souvent dit que les opposants, ce sont des démocrates. Mais Alpha Condé, avec ce qui s'est passé en Guinée, et Alassane Ouattara, avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a cette question-là. Vous êtes devant moi, vous êtes un opposant. La question, c'est de savoir si finalement l'opposant qui est là, qui dit qu'il est un démocrate, s'il est vraiment un démocrate. Non, vous savez, on est démocrate que lorsqu'on est en réalité, lorsqu'on est au pouvoir. C'est parce que ce n'est que quand vous êtes au pouvoir que vous allez savoir, que vous allez montrer aux gens si vous êtes réellement démocrate. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous pouvez brandir cette arme-là, si je peux l'appeler ainsi, de démocratie que vous utilisez comme une arme contre le régime en place. Parce que quand on est au pouvoir, on a un certain nombre de contraintes et vous pouvez, vous, dans l'opposition, n'ayant pas l'obligation de gouverner, vous pouvez utiliser cette arme-là contre le régime en place. Mais ce n'est qu'en réalité, quand vous serez au pouvoir, qu'on saura si vous êtes réellement démocrate. Mais ce qui est sûr, il y a beaucoup de démocrates dans l'opposition. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, le simple fait de passer votre vie à critiquer les actions, à jouer un rôle de contrepoids, à critiquer les actions
du gouvernement, ça vous forge, ça vous forme dans une certaine mentalité à voir les choses de l'État d'une certaine manière. Donc, ça fait que vous moulez, sans des fois même le vouloir, dans ce schéma de démocratie, de démocrate, de quelqu'un qui est épris des valeurs démocratiques, et de respect des droits de l'homme, etc. Parce que vous passez votre vie à vivre ça. Mais en réalité, on ne peut vous décerner. Donc, c'est que le pouvoir corrompt, comme on le dit. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt, mais le pouvoir ne corrompt pas tout le monde, malheureusement. Parce qu'il y a des exemples. Et à partir du moment où certains arrivent à se mettre à l'abri de cette influence du pouvoir, c'est que d'autres peuvent également le faire. En réagissant à cette actualité sénégalaise, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit que c'est la voie à suivre. Mais pourtant, on sait que dans les constitutions africaines, cette voie était déjà tracée. La plupart des mandats en Afrique sont limités. Mais il arrive que les verrous soient sautés et que le président veuille faire plus de 2 mandats. Ce qui s'est passé au Sénégal, est-ce que finalement ça va impacter un peu, notamment la sous-région ouest-africaine, les pays francophones, par exemple? Nous aimerions que ça impacte les pays francophones, nous aimerions que ça impacte les autres pays parce que, surtout dans la sous-région ouest-africaine, le Sénégal est quand même un pays phare du point de vue du rayonnement international et du point de vue de la démocratie. Le Sénégal est quand même un pays phare. Et si le Sénégal a pu encore tenir le pari, parce qu'à un moment donné, les gens pensaient que ça va être la dégringolade et que le Sénégal qui paraissait comme le pionnier même de la démocratie en Afrique de l'Ouest va connaître cette dégringolade-là. Mais le Sénégal a tenu le pari. Macky Sall a tenu ce pari, même si nous n'étions pas d'accord avec lui, avec tout le suspense qu'il a entretenu, parce que les gens devaient se mettre au travail, parce qu'il faut éviter les guerres de leadership. Nous avons dit que ce n'était pas à lui de décider cela. Parce que tu ne peux pas vouloir éviter la guerre de leadership à ton pays quand tu vas plonger le pays dans des affrontements et qui va donner lieu à des morts. Donc, nous, même si nous n'étions pas d'accord avec lui sur la procédure, parce que vous venez au pouvoir, vous êtes appelé à partir de 2 ans après. C'est pas la peine d'entretenir un flou autour de ça pour que les gens s'entretuent, parce que finalement, ça ne servira à rien. Donc, mais, in fine, il a pu quand même se dire, je me retire. Nous avons vu également qu'il risque d'être influencé par un certain nombre une partie de sa population, parce qu'il y a certains maires qui commencent déjà à s'agiter. Nous pensons qu'il va tenir le coup et il va résister à tout ça jusqu'au bout. Bien, merci. On va se quitter dans quelques instants, mais à rappeler que ce dimanche, le Sénégal et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest sont du côté de la Guinée-Bissau pour le traditionnel sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Pour certains, c'est finalement un non-événement pour certains Africains de l'Ouest, puisqu'ils ne continuent pas à estimer que la CEDEAO des peuples tarde à se mettre en place. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Je pense que c'est vrai. C'est également ma position, parce que la CEDEAO des peuples, c'est important, parce que jusqu'à ce jour, la CEDEAO se limite aux chefs d'État et au gouvernement. Mais qui connaît, si vous entrez dans la rue, vous demandez aux gens c'est quoi la CEDEAO, combien de personnes peuvent vous répondre à cette question? Combien de personnes savent ce que la CEDEAO fait pour l'Afrique? Donc, ça se limite encore là. Merci d'être venu, Dr Georges-William Cossan. Je rappelle que vous êtes le président du parti Santé du Peuple. Cette émission, elle s'achève avec Romaric Freitas à la technique. Je suis Pierrot Athiobé. Bon après-midi à tous. Au revoir.